notre invité politique ce matin, c'est Geoffroy Didier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, secrétaire général délégué des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Geoffroy. Bonjour. On va commencer en parlant de l'Arménie. Geoffroy Didier, on le rappelle, vous êtes député européen. 80% de la population du Haut-Karabakh a quitté le territoire, réfugié en Arménie. Et sans doute bientôt 100%. Après les attaques de l'Azerbaïdjan, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a annoncé hier soir qu'elle se rendrait sur place demain. Est-ce que la France est à la hauteur ? La France est à la hauteur de l'aide humanitaire. L'Union européenne n'est pas à la hauteur en termes politiques. Parce que Mme von der Leyen a signé un accord gazier avec l'Azerbaïdjan qui importe aujourd'hui 12 milliards de mètres cubes de gaz. Et l'Union européenne a considéré l'Azerbaïdjan comme, je cite Mme von der Leyen, un partenaire fiable. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que l'Azerbaïdjan est une dictature, que l'Arménie est une démocratie, qu'il y a aujourd'hui, comme le dit Bruno Retailleau, un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, c'est-à-dire que la quasi-totalité, voire la totalité des Arméniens vont devoir quitter la région qu'ils habitent depuis des siècles et rejoindre, tels des réfugiés, l'Arménie. Et l'Union européenne ferme les yeux et pendant ce temps, elle fait affaire avec l'Azerbaïdjan. Ça, ce n'est pas normal. Elle a d'autres choix ? Oui, elle a d'autres choix. Parce qu'il y a effectivement d'autres pays qui fournissent du gaz. Je pense à la Norvège, je pense à l'Algérie. Nous devons surtout organiser notre indépendance énergétique plutôt que d'être piésément liés. Ça prend du temps. Est-ce que vous dites déjà là, il faut rompre ce contrat ? Oui, parce que sur les 400 milliards de mètres cubes de gaz dont nous avons besoin, nous pouvons parfaitement faire autrement et supprimer les 12 milliards de mètres cubes par an importés par l'Azerbaïdjan pour envoyer un signal politique, un signal culturel pour s'affirmer politiquement. Et donc, effectivement, lorsque Mme von der Leyen dit que l'Arménie est un partenaire fiable, comment voulez-vous, après, que l'on critique l'Azerbaïdjan, pardonnez-moi, comment voulez-vous qu'on critique ensuite l'Arménie et qu'on soit libre de dire ce que l'on veut vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce nettoyage ethnique aux portes de l'Europe. Pourquoi on dans ne le le rompt Caucase, pas, à 4 heures d'avion de Paris. C'est techniquement possible, c'est matériellement possible. Pourquoi on ne le rompt pas, selon vous, ce contrat ? Parce que je crois qu'il n'y a pas de volonté politique de la part de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de me rendre dans les prochains jours en Arménie pour me désolidariser de cette politique de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne n'a pas fait ce qu'il fallait en matière énergétique. Parce que nous avons été dépendants totalement des Allemands. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centrales à charbon qui sont en Allemagne. Parce qu'en France, Emmanuel Macron, malheureusement, a fait le choix de quitter le nucléaire en renonçant au projet Astrid, en fermant Fessenheim, avant de se rendre compte qu'en réalité, il n'y avait pas d'autre choix que de conserver et d'investir dans le nucléaire. Donc vous voyez, c'est cette succession de renoncements, d'abandons successifs qui font qu'aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés à l'Azerbaïdjan, dont chacun s'accorde à dire que c'est une dictature et dont chacun s'accorde à dire qu'il est en train d'opérer un nettoyage ethnique. Est-ce que la France peut et doit se désolidariser de la position de l'Union européenne à ce moment-là ? Oui, je le crois, vraiment. Je crois que si Mme Colonna se rend en Arménie demain, et c'est une bonne chose qu'elle s'y rende, elle doit certes adresser un message humanitaire, mais aussi un message politique. On ne peut pas se contenter de dire qu'il faut sauver les Arméniens et qu'il faut tout faire pour éviter ce qui est en train de se passer dans le Haut-Karabakh, sans en tirer des enseignements politiques. Lorsqu'on est ministre des Affaires européennes et des questions internationales, lorsqu'on est présidente de la Commission européenne, on prend ses responsabilités devant les citoyens. On va passer au budget, Fabrice, avec une première question. Oui, Emmanuel Macron va annoncer aujourd'hui 200 gendarmeries supplémentaires en France, le recrutement de 2000 policiers. C'est un investissement important pour vous ? C'est utile dans le budget français ? Si ça correspond à une réalité effective derrière, parce qu'Emmanuel Macron, bien sûr, Emmanuel Macron à chaque fois nous parle de beaucoup de choses, il nous promet monts et merveilles, mais... là, elles ont été votées, ces 200 nouvelles brigades. Non, mais voter, oui. Vous savez, pour voter des lois, et je le dis dans cette enceinte, on vote des lois et c'est heureux. Mais le problème n'est plus le vote des lois. Le problème, c'est l'application des lois. Le véritable problème, c'est est-ce que les lois, ce qui est décidé, ce qui est annoncé dans les journaux de 20 heures, est effectivement mis en œuvre. Et donc il y a toujours qu'elle voit le jour d'ici 2027, ces 200 brigades. Écoutez, je ne demande qu'à espérer et à voir et à constater. Ce que je constate surtout, c'est que dans le projet de budget, il y a la fin des dépenses exceptionnelles, mais qu'il n'y a pas en réalité d'économie structurelle.
Et puis, ce que je voudrais aussi, c'est que si on fait des économies structurelles, et là, il faut être courageux, il y a quand même beaucoup de gaspillage, beaucoup de fraudes contre lesquelles il faut lutter, beaucoup de dépenses et de structures inutiles, que tout cela ne serve pas à rien, parce qu'il faut rendre l'argent aux Français, parce qu'il faut les soulager fiscalement. Il y a beaucoup de signaux fiscaux à adresser aux Français en faisant des économies structurelles, et l'État ne s'est pas vraiment décidé à le faire. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres de la dette, je ne vais pas vous rappeler les chiffres du déficit public, parce qu'ils sont en fait insultants pour la politique d'Emmanuel Macron. Mais le budget qui a été présenté cette semaine, il y a quand même 16 milliards d'économies. Oui, donc 15 milliards de fin de dépenses exceptionnelles. Où sont les dépenses en moins structurelles? Où sont les économies qui s'attaquent par exemple aux structures inutiles? Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Il existe en France, je cite, le Conseil national de l'alimentation, l'Institut national de la consommation, l'Observatoire de l'alimentation, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, et enfin, pour couronner le tout, le Conseil national de la consommation. Vous croyez que c'est sérieux? Ça coûte cher, ça? Mais bien sûr que ça coûte cher. Mais le problème, c'est que... J'ai aucune idée de ce que ça coûte. Peut-être vous avez les chiffres, mais j'ai aucune idée de ce que ça coûte. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas que 5. Non. Le diable est dans les détails. Il n'y en a pas que 5, il y en a 450. Des observatoires, des commissariats, des instituts, des conseils nationaux, il y en a 450. Donc déjà, supprimons une grande partie des 450, supprimons les doublons, ayons ce courage. Et ayons aussi le courage, par exemple, comme l'a proposé Éric Ciotti, de diminuer le temps et le montant de l'indemnisation chômage. Parce qu'il faut tout faire pour encourager l'activité et ne jamais installer nos concitoyens dans un sentiment selon lequel travailler ou ne pas travailler reviennent aux mêmes. Ça n'a pas été suffisamment fait par le gouvernement ? Non, ça n'a pas été suffisamment fait. C'est pour ça qu'on demande une étape de plus, c'est-à-dire davantage lutter contre les fraudes. Non. C'est pas vrai. Je ne le crois pas. Il y a 2 millions de Français au RSA aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui, du fait de l'inflation, considèrent qu'en fait, il est désormais plus intéressant de travailler que de ne pas travailler, et qui sont donc encouragés au travail, et faisons tout pour démontrer, par exemple... Vous êtes tombé d'accord avec le gouvernement pour durcir les règles? Oui, non, c'est pas qu'on c'est que c'est nous qui l'avons proposé, pardonnez-moi, et le gouvernement a suivi. Et effectivement, je suis fier que les Républicains aient porté, contrairement d'ailleurs au Rassemblement national qui n'a pas voté cet amendement, qu'il y ait désormais une contrepartie en face du versement du RSA, 15 heures d'activité par semaine contre le versement du RSA. Vous voyez, c'est juste. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour que le travail récompense toujours mieux que l'assistanat ou que l'inactivité, parce que tous ceux qui sont inactifs ne sont pas des assistés, bien évidemment, et encourager chacun au travail. Il y a du boulot, il faut qu'on aide chacun à s'y mettre. Évidemment, il y a ceux qui ne peuvent pas travailler, il y a ceux qui n'ont pas eu de chance dans la vie, il y a ceux qui sont sur le bas-côté, et ceux-là, il faut les aider. Mais pour mieux les aider, il faut aussi supprimer ces structures inutiles et supprimer toutes les dépenses superfétatoires. Alors, les LR vont présenter un contre-budget. Quelles seront les grandes lignes ? Les grandes lignes, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une baisse structurelle de la dépense publique pour se redonner les moyens de libérer les Français en baissant les prélèvements obligatoires. Ce que je veux vous dire par là, donc en allant un petit peu plus dans le détail. Non mais, alors... Éric Ciotti proposera et rendra public un contre-budget. Je lui laisse le soin de le faire. Ce que je veux d'ores et déjà vous dire, c'est la philosophie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des adeptes... Par exemple, vous allez vous attaquer aux fonctionnaires. Non, on ne s'attaque pas aux fonctionnaires. Il n'y a pas de baisse du nombre de fonctionnaires. J'ai des fonctionnaires dans ma famille. Chacun est marqué par un professeur dans son éducation. J'ai un immense respect pour les 5,5 millions de fonctionnaires qui servent dans leur immense majorité l'État. On avait l'impression qu'Éric Ciotti reprochait au gouvernement de ne pas avoir assez baissé le nombre de fonctionnaires. Vous ne pouvez pas dire que la droite s'attaque aux fonctionnaires. Ce n'est pas vrai. En revanche, qu'il y ait... Donc il n'y aura pas de baisse du nombre de fonctionnaires dans votre contre-budget? Écoutez, je ne peux pas encore vous le garantir. Ce que je veux vous dire, et moi ce qui est important ce matin, c'est la philosophie qui nous anime. C'est-à-dire que, premièrement, nous ne nous attaquons pas à la fonction publique dans son essence, et surtout pas aux hommes et femmes qui servent l'État avec passion et dont les missions devraient être d'ailleurs valorisées.
Premièrement. Deuxièmement, si on baisse la dépense publique, c'est pour rendre l'argent aux Français. C'est-à-dire que moi, je n'aspire pas à la médaille de Fields ou au prix Nobel de la rigueur budgétaire. Ce que je veux, en revanche, c'est que l'argent qui est économisé, ce que je vous disais, là, les conseils nationaux, les instituts, les observatoires, tout ça, on les supprime pour rendre l'argent aux Français. Et là, nous avons des pistes. Là, nous avons des pistes. Éric Ciotti, par exemple, proposé que sur les 2 € par litre de carburant, il y ait 15 centimes qui soient rendus aux Français, parce que vous savez quand même, ou peut-être ne savez-vous pas, que sur les 2 € par litre, l'État en récupère plus de la moitié. La TICPE et la TVA sur la TICPE, c'est-à-dire la taxe sur la taxe au carré, ça c'est indécent et l'État doit rendre l'argent. Et puis à titre personnel, moi je fais des propositions. Je souhaite par exemple que les droits de succession soient abolis en France. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Je considère que si nous voulons encourager la transmission et que si nous voulons permettre à nos concitoyens de travailler, de faire des sacrifices pour créer un capital et pouvoir le transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, c'est sain. Et taxer le capital des Français, imposer la peine de mort au capital des Français, c'est malsain. Bon, donc supprimons-le, c'est 1,5% seulement des recettes fiscales de l'État. Et à quel moment tout ça fait baisser la dette du coup? Mais encore une fois, des dépenses structurelles en moins, et une grande partie de ces dépenses structurelles en moins si vous redistribuez. Mais vous savez comment ça fonctionne. Si on redistribue et qu'on baisse les prélèvements obligatoires, les Français vont consommer. Et si les Français consomment, on relance l'économie. Donc en fait, il faut opérer un cercle vertueux plutôt, encore une fois, que d'être les adeptes de la rigueur budgétaire. En tout cas, ce n'est pas exactement ce que je souhaite. Vous faites à nouveau planer la menace d'une motion de censure sur le texte immigration. Tout le groupe de l'Assemblée nationale vous suit sur le sujet ? Une grande partie, je crois. Pourquoi ? Parce que... là, il faut quasiment la totalité pour déposer une motion de censure. C'est bien pour ça que, même si évidemment je suis prudent, je crois qu'une immense majorité des députés LR seront d'accord. Mais pourquoi ? Parce que c'est un texte fondamental. Moi, je n'utilise pas, les Républicains n'utilisent pas les motions de censure à tort et à travers. La motion de censure, c'est une arme létale et c'est une arme fatale. Donc, on ne peut pas l'utiliser tous les jours ou même chaque année sous prétexte qu'on a des désaccords avec le gouvernement, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. En revanche, sur l'immigration, c'est un point fondamental. Sur l'article 3 du projet de loi de l'immigration, qui permet de régulariser des clandestins qui travaillent, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une erreur. De séjour provisoire. Oui, d'accord, mais c'est le principe. Et c'est une erreur politique à ce titre-là, d'accorder une prime à la fraude. En plus, c'est une erreur empirique parce que tout ça va créer des appels d'air. Et enfin, c'est une erreur économique. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, sur les 2 millions de Français qui touchent le RSA, beaucoup du fait de l'inflation sont aujourd'hui encouragés à travailler, considérant qu'en fait, ils ont besoin de travailler pour gagner plus d'argent. Donc, cette triple erreur fatale pour le gouvernement, nous permet de considérer que c'est l'heure des choix pour Emmanuel Macron. Donc si cet article est maintenu, motion de censure. Oui, il ne peut plus, en tout cas, c'est mon souhait, il ne peut plus aujourd'hui être un adepte du non-choix, faire semblant de maîtriser les flux migratoires et accorder une prime à la fraude, mais tout simplement, ne serait-ce que par respect pour les immigrés qui ont, eux, respecté nos valeurs et respecté nos règles. Si vous dites aux Français comme aux étrangers que vous respectiez les lois ou que vous ne les respectiez pas, ça revient au même. Comment voulez-vous que tous ceux qui nous regardent soient encouragés à respecter les lois ? Oui, mais Emmanuel Macron, il dit c'est de l'hypocrisie. Parce que sur le terrain, même les députés de droite nous disent qu'ils ont besoin de ces personnes-là. Ça, c'est de la manip politicienne pour essayer de fausser le débat. Vous voyez, j'estime pas ça sain. C'est-à-dire que nous avançons avec des principes, mais bien sûr qu'il peut y avoir au cas par cas, en fonction de situations, une régularisation, quelques régularisations, parce qu'il y a des histoires de famille, parce qu'il y a des histoires de très longue date, et puis surtout, je vous le rappelle, il y a quand même l'asile politique, qui fait l'honneur à la France, et qui permet à des personnes qui viennent de pays en danger, enfin, de pays où ils sont en danger de mort, d'être accueillis dignement sur notre territoire au nom de l'asile politique. Mais si on veut pouvoir accueillir dignement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais juste, est-ce que vous êtes en position de force ? Parce que même ici au Sénat, vos alliés centristes ne vous suivent pas sur ce sujet. Eux, ils sont pour cet article 3. Mais c'est pas pour ça qu'on va renoncer à nos convictions. Tout est une bataille politique. La politique, c'est convaincre. La politique, c'est convaincre qu'il existe des principes fondamentaux et que... Non, mais l'objectif est d'être en majorité, n'est pas d'être en minorité. Et surtout d'envoyer un signal très fort au gouvernement en lui imposant désormais de faire des choix et d'arrêter de tirer à U et à dia comme ils le font depuis tant d'années. Est-ce que vous êtes en position de l'envoyer, ce signal ? Écoutez, nous ferons tout pour... Est-ce que vous n'êtes pas un peu seul sur cette ligne ? Nous ferons tout pour, ferme sur nos positions,
très au clair sur ce que nous pensons, avec un projet de loi constitutionnel clé en main que nous attendons de voir repris par le gouvernement avec une idée très simple. C'est que, oui ou non, Emmanuel Macron acceptera-t-il de réformer la Constitution pour nous redonner le pouvoir en matière migratoire ? Oui ou non, acceptera-t-il enfin que nous faisions fi de la jurisprudence extensive des cours européennes qui ne nous permettent plus aujourd'hui de maîtriser nos frontières et de reconduire un immigré clandestin? C'est quand même incroyable. Moi, je crois au projet européen, je crois à l'Europe, mais l'Europe, manifestement, il faut la remettre à l'endroit. Il ne faut pas la remettre par terre, comme le propose le Rassemblement national et Marion Maréchal Le Pen. La remettre à l'endroit, et c'est exactement le défi des élections européennes qui nous attendent. Un dernier mot là-dessus, Fabien. Oui, François Hollande s'est exprimé il y a quelques heures, disant qu'il fallait écouter, il fallait avoir une oreille attentive au pape François et ne pas laisser les gens se noyer en parlant de ces migrants. Philosophiquement, vous en pensez quoi? Il a raison, le pape François. Il a raison parce que je n'ai pas compris les critiques qui ont été émises sur les déclarations du pape François. Si le pape François nous disait qu'il ne fallait pas accueillir tout le monde, il ne serait plus le pape. Je crois qu'il... il a raison, mais vous ne le suivez pas. Non, mais attendez, il a raison en tant que pape. Il fait son rappeler boulot, ce message d'humanité. Il fait son travail. Mais je vais vous dire, la politique inhumaine, la politique indigne, c'est celle qui prétend pouvoir accueillir tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ces immigrés qui arrivent en France, ces étrangers et qui se retrouvent vivant dans des conditions totalement insalubres porte de la Chapelle. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir dignement tous ceux qu'ils souhaitent. Et puis je vous rappelle un défi démographique majeur. 1,3 milliard aujourd'hui d'habitants en Afrique. Demain, en 2050, c'est-à-dire dans une seule génération, c'est le double, dont la moitié des Africains avec un âge de moins de 20 ans. Donc en fait, nous savons pertinemment ce qui nous attend. Si aujourd'hui nous n'envoyons pas un signal de clarté et de respect des lois, et ça ne veut pas dire être pour l'immigration zéro, absolument pas. Nous sommes pour une immigration choisie, maîtrisée, précisément parce que... C'est exactement ce que dit Gérald Darmanin. Oui, mais il ne le fait pas. Mais moi, je pense que Gérald Darmanin est un homme de droite. Mais le problème, c'est qu'il est aujourd'hui prisonnier du non-choix, qui est d'ailleurs théorisé par Emmanuel Macron. Donc, en fait, qu'il adopte nos positions, mais surtout qu'il les vote ou qu'il les mette véritablement sur la table. Mais en donnant une prime à la fraude aux clandestins, avouez quand même qu'il n'est pas vraiment un homme de droite, en tout cas dans son comportement. Question sur Laurent Wauquiez, Fabrice. Oui, vous étiez à Valence ce week-end pour la rentrée des jeunes de votre mouvement politique. Laurent Wauquiez s'est dit prêt, entre guillemets, pour 2027, même s'il ne l'a pas dit rigoureusement comme ça. Est-ce qu'il est à la hauteur de vos attentes, Laurent Wauquiez? Alors, à titre personnel, je préfère à ce stade me concentrer sur les idées, puisque j'ai été chargé par le président des Républicains, Éric Ciotti, des États généraux de la droite, qui est une vaste réflexion qui permet de donner de la cohérence et de réaffirmer la consistance de la droite. Mais je vais pas. Non, un peu la question. Non, je préfère toujours les idées. Je préfère toujours les idées aux hommes. Oui, mais est-ce qu'il est le bon candidat pour porter vos idées? Écoutez, nous le verrons. En tout cas, ce que je peux vous dire d'ores et déjà. Donc c'est pas oui. Non. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que manifestement, il s'y prépare et que sa méthode est la bonne. Parce que celle qui consiste à s'éloigner des micros tendus, des tweets du jour ou des phrases du moment est, à mon avis, saine. Et pour celui qui veut transformer son parcours en destin, je crois que le recul qu'il prend, la hauteur et la distance par rapport au brouhaha politique est nécessaire. Donc je pense que sa méthode est la bonne. Il n'est pas en train de se faire distancer par Édouard Philippe? Je ne le crois pas. Vous savez... Je vois qu'Édouard Philippe, pour lequel j'ai du respect, parce qu'il y a des choses qu'il a faites qui, évidemment, allaient dans le bon sens, et que c'est un homme venu de la droite. Mais je vois que... C'est plus un homme de droite? En tout cas, il a agi de concert avec des hommes de gauche, et surtout, il a été manifestement, lui aussi, en étant le Premier ministre d'Emmanuel Macron, un adepte du non-choix pendant plusieurs années. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... on voit bien, je sais qu'il y a des élus, même ici au Sénat, qui ont rejoint Édouard Philippe, mais pardon de le dire en tant qu'élu, avec toute l'humilité que nous devons avoir, les élus ne font pas les élections. Les codes de popularité ne font pas les succès électoraux. Sinon, ça se saurait. Et sinon, Jacques Delors, Édouard Balladur ou Laurent Fabius auraient été président de la République. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, la démocratie sans le peuple, ça ne fonctionne pas. Et tous ceux qui ont tenté la démocratie sans le peuple se sont retrouvés dans le cimetière des favoris. Donc, je crois aujourd'hui que Laurent Wauquiez a une méthode rigoureuse à laquelle il se tient, qu'il a manifestement, et c'était le message d'hier à Valence, une détermination. Tant mieux. Et je pense surtout que la méthode qui consiste à prendre du recul et de la distance est saine. C'est pas le seul dans votre camp. David Lisnard aussi se prépare. Demain, il va inaugurer le QG de son parti. Est-ce qu'il serait un bon candidat? Mais
on va pas tous les prendre et je vais vous dire est-ce que c'est un bon candidat. Moi, ce que je veux, c'est un homme de droite à l'Élysée, mais pas une fausse droite. Et pas non plus une extrême droite. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être extrémiste pour être offensif, et que je crois que les Français vont à un moment comprendre, pour ceux qui se sont tournés vers Emmanuel Macron, et je ne les accuse de rien, vont comprendre qu'en fait la fausse droite, ça ne fonctionne pas. Et qu'il n'est pas nécessaire d'être violent comme l'extrême droite le promeut. Donc une droite républicaine, forte, offensive, qui redonne du sens à la loi, au respect de la loi et à la mise en œuvre de la loi, mais qui porte aussi un projet de société positif, parce qu'on ne gagnera pas avec du sang et des larmes. Vous évoquiez la méthode Wauquiez tout à l'heure, vous l'avez observé sur ces 10 dernières années. Est-ce qu'il a réellement changé ? Oui, je crois. Je crois qu'il est en train de faire une introspection par rapport à lui-même, certes, parce qu'il a aussi essuyé des échecs comme tout le monde en politique, et en train de réfléchir à ce que la France peut accepter comme réforme, c'est-à-dire des réformes très ambitieuses, parce que je pense que les Français sont tout à fait prêts à la réforme, mais encore une fois, avec un projet de société, c'est-à-dire un chemin positif, pas uniquement de la rigueur, du sang et des larmes, parce que ça ne fonctionne pas, même si c'est évidemment nécessaire de baisser la dépense publique. Il y a plusieurs candidats pour porter vos idées, comment vous les départagez ? Ça, nous le verrons. Nous avons soupé des primaires et vous avez bien vu que ça n'a pas toujours marché. Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est qu'un candidat naturel s'impose. Et ça, c'est au meilleur de l'emporter, si je peux me permettre de parler ainsi. Mais qui décide qui est le meilleur ? Écoutez, nous le verrons. Encore une fois, on n'en est pas tout à fait là. Déjà, offrons un chemin aux Français, créons une piste de décollage pour un candidat et nous verrons après quel est celui qui est le mieux à même de porter ce projet de société. Un dernier mot sur les européennes. Vous n'avez toujours pas désigné votre tête de liste. François-Xavier Bellamy, c'est pas une évidence ? Avec François-Xavier, nous avons au Parlement européen pendant 5 ans mené des combats, obtenu des résultats, appris aussi, appris beaucoup sur le fonctionnement de l'Europe. Nous avons régulé pour la première fois les réseaux sociaux dans le monde. Nous avons obtenu la taxe carbone aux frontières qui est en application depuis hier. Nous avons interdit le hijab dans les promotions et les publicités de la Commission européenne. Bref, nous avons mené des combats culturels, économiques et politiques. Ce n'est pas à moi de décider. Ce que je peux vous dire, c'est que la liste des élections européennes doit incarner une crédibilité, une expérience, une légitimité, et François-Xavier Bellamy n'en est évidemment pas dénué, c'est bien aussi le sens de mon propos, et ne surtout pas s'adonner à des castings à la mode ou à des favoris du moment, parce que ce serait un risque. Pourquoi ? Parce que l'Europe est un défi trop sérieux, comme d'ailleurs la survie de notre famille politique. Il n'exclut pas de porter la liste aux européennes. Ce serait une bonne chose ? Éric Ciotti n'exclut pas de porter la liste aux européennes. Non, je crois qu'Éric Ciotti, sans vouloir parler pour lui, est aujourd'hui un président des Républicains, très affirmé, très combatif, très occupé, très préoccupé par le sort des Français. Et je pense qu'aujourd'hui... Donc chacun a sa place. Non mais, vous savez, en politique, chacun a sa place. Sur le plateau, chacun a sa place. Vous êtes journaliste, je suis politique. Et c'est vous souhaitez que ce soit François-Xavier Bellamy ? Non, ce que je souhaite, c'est que En fait, ce que je veux vous dire, c'est que la différence entre Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen d'un côté et nous, c'est précisément la crédibilité et l'expérience. Donc faisons vivre cette crédibilité. Et puis, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, nous, on veut réformer Bruxelles, eux, ils veulent détruire l'Europe. Et ce sont des différences fondamentales. Parce que ceux que je vous ai cités sont des héritiers de familles politiques qui ont toujours combattu l'Europe. Nous croyons l'Europe. En revanche, on veut la remettre à l'endroit. Merci Geoffroy Didier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On passe tout de suite au Club des Territoires.